Depuis les années 1970, les activités humaines ont contribué à la dégradation importante des 3/4 des habitats terrestres au niveau mondial. L'indice Planète Vivante 2020 du WWF, calculé par la Société zoologique de Londres à partir de données scientifiques collectées sur 21 000 populations de plus de 4 000 espèces de vertébrés, continue de décliner. Il montre une baisse moyenne de 68% de la taille des populations de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles et de poissons suivis entre 1970 et 2016. Les principales causes de perte, fragmentation et dysfonctionnement des habitats naturels sont liées au changement d'occupation des sols, notamment du fait de l'augmentation de l'urbanisation et des cultures agricoles et sylvicoles intensives. Ces modifications ont drastiquement réduit les chances de survie de plusieurs espèces comme le hamster d'Europe, le vison d'Europe ou encore le souslik d'Europe. Ces espèces ont subi la dégradation de leurs habitats, mais également la fragmentation de leur territoire. Cette tendance s'observe à l'échelle mondiale, comme le montre cette carte représentant la présence de routes. Les infrastructures de transport constituent en elles-mêmes des obstacles à la continuité écologique, mais fournissent également, en particulier par leur densité, un bon indicateur de la fragmentation et de la perte d'habitat naturel en général. La nécessité de rétablir des continuités pour la faune fait son apparition au début des années 1960, mais la motivation principale est alors la sécurité routière et la circulation du gibier. La création de ces deux viaducs entre 1960 et 1962, en forêt de Fontainebleau, signe les premiers ouvrages dédiés au passage de la faune en France. Des dizaines de passages seront créés à partir des années 1970, mais leur conception méconnaît trop souvent les besoins pour la faune. Un bilan des années 1990, portant sur 125 passages pour la grande faune, montrait que seuls 15% étaient utilisés de manière fréquente. Petit à petit, les connaissances sur l'écologie et l'éthologie progressent. En 1995, sur ce passage inférieur en région parisienne, un épandage de fesses de cerf sur le passage a par exemple permis d'améliorer significativement son utilisation par la grande faune. La discipline qu'est l'écoéthologie, aussi appelée écologie comportementale, permet d'optimiser les solutions de rétablissement des continuités écologiques, car elle étudie quel comportement un animal adopte pour maximiser ses chances de survie et de reproduction dans un environnement donné. Elle permet de faire le lien entre les pressions liées aux activités humaines et les chances de survie d'une population animale. L'écoéthologie a fait son apparition dans les années 1970, aux États-Unis en particulier, et n'a cessé d'évoluer depuis, mais est resté essentiellement centré vers des travaux universitaires. Le livre fondateur de la discipline est celui de John R. Krebs et Nicholas B. Davis, An Introduction to Behavioral Ecology, en 1981. L'écoéthologie s'est ensuite institutionnalisée avec la création de l'International Society of Behavioral Ecology, qui publie depuis 1990, en collaboration avec l'Université d'Oxford, une revue intitulée Behavioral Ecology. Ce n'est que depuis quelques années seulement qu'elle fait son apparition dans le champ de la conservation de la nature, et de plus en plus de publications mettent en évidence la nécessité de faire converger la biologie de la conservation avec l'écologie comportementale. À titre d'exemple, pour aborder convenablement l'écoéthologie, il est nécessaire de se poser un certain nombre de questions liées aux caractéristiques de l'environnement et de l'espèce. Il faut évaluer quel comportement un animal peut adopter lorsqu'il évolue dans son environnement. Les paramètres à évaluer sont les suivants. À l'échelle de la population d'une espèce, quelle est la surface minimale, mais également l'effectif minimum pour un noyau de population viable? La survie de la population dépend-elle d'un fonctionnement en métapopulation ou non, c'est-à-dire les notions de capacité de dispersion des individus au sein des populations? Voyons maintenant comment aborder l'écoéthologie à l'échelle d'un individu. Pour intégrer l'ensemble des critères à prendre en compte, il est utile de se glisser dans la peau de l'animal tout en recueillant le maximum d'informations disponibles sur leur écologie et leur comportement. Il s'agit notamment de déterminer comment l'animal se déplace au cours de son cycle de vie, sa façon de rechercher la nourriture, quels sont les principaux sens qu'il va utiliser, quelle distance est-il prêt à parcourir, est-ce que la nourriture sera suffisante pour sa survie. Connaître la variabilité de sa personnalité. Certains individus téméraires trouveront plus facilement de la nourriture et seront davantage exposés à la prédation.
D'autres individus sont plus craintifs, ce qui nécessite une quiétude importante dans les corridors qu'ils empruntent. Quelles sont les conditions nécessaires à sa reproduction? À la rencontre d'obstacles, quel sera le comportement de l'animal? Recherchera-t-il par tous les moyens à les contourner? Ou au contraire, à rebrousser chemin rapidement, limitant ainsi ses capacités de dispersion? L'animal est-il sensible à la prédation, au dérangement? Quelle sera sa distance de fuite? Son habituation au dérangement? Est-ce que l'environnement qu'il va parcourir sera bruyant? À quel type de bruit est-il sensible? Comment va-t-il réagir? Lors de ses déplacements nocturnes, sera-t-il gêné ou non par la lumière? Quel comportement adoptera-t-il? L'écologie comportementale s'inscrit au carrefour d'autres disciplines, comme par exemple l'écologie du mouvement, qui vise à mieux comprendre les comportements de déplacement au plan individuel. Nous pourrions citer également la prise en compte d'autres disciplines, telles que la sociologie animale, avec l'analyse de leurs réseaux sociaux. Cela permet d'intégrer le rôle des individus au sein de leur population, leurs affinités avec leurs congénères et d'autres espèces. L'écologie évolutive permet quant à elle d'appréhender l'espèce et ses individus à la lumière de son histoire évolutive. Citons encore pour exemple le domaine de l'éthologie pure, ou les neurosciences, qui apportent tous deux des informations sur la plasticité des individus à s'adapter à leur environnement. Malheureusement, ces informations restent encore trop souvent cantonnées au domaine de la recherche. Il existe toutefois des ouvrages de synthèse qui aident à faire le pont, au moins partiellement, entre l'écoéthologie et la gestion conservatoire des milieux naturels ou anthropisés. Il s'agit d'ouvrages sur les traits de vie des espèces, des monographies ou des synthèses thématiques. Le premier ouvrage traitant du lien entre l'écoéthologie et la conservation de la nature est paru seulement en 2016 en langue anglaise. Il n'existe pas d'équivalent en français à ce jour. Parmi les paramètres à prendre en compte dans la restauration des continuités écologiques, il faut également citer les phénomènes exceptionnels, tels que les tempêtes ou les inondations, qui peuvent avoir de fortes conséquences tant en termes de modification des habitats que de capacité de déplacement des individus. Les conséquences du changement climatique sont notamment à prendre en compte. Si la plupart des données relatives à l'espèce et son comportement pourront être recueillies dans la littérature, les données relatives au site nécessiteront de consulter les bases de données cartographiques. Cela peut être la carte d'occupation du sol Corrid Land Cover du programme européen Copernicus, disponible pour la plupart des pays européens. Sa résolution est de 100 mètres et répertorie 44 types d'occupation du sol. Citons également Google Maps et Google Street View, disponibles dans la plupart des pays du monde. Cela permet d'identifier rapidement des continuums éco-paysagers et de vérifier si la continuité écologique est potentiellement maintenue ou non. Google Street View permet de compléter les informations, vérifier la présence d'obstacles comme des clôtures ou des glissières en béton infranchissable pour la petite faune. Des outils de cartographie locaux comme Géoportail pour la France peuvent utilement compléter les informations grâce à leur excellente résolution photographique. Les bases de données naturalistes mondiales comme iNaturalist ou le Global Biodiversity Information Facility peuvent également faciliter l'analyse des potentialités de présence de la faune. Ces informations peuvent être complétées par des outils nationaux comme l'Inventaire national du patrimoine naturel pour la France ou par des données locales d'associations de protection et d'inventaire de la faune. Un vaste programme français nommé CARAB pour cartographie des habitats naturels est en cours de réalisation sur l'ensemble du territoire national. Il permettra notamment de prédire les potentialités de présence de nombreuses espèces grâce à la modélisation de biotopes et de physionomie de végétation à une échelle du 25 millième. Il est également très souvent indispensable d'effectuer des relevés sur le terrain. Ces inventaires de terrain devront permettre d'obtenir la meilleure image possible des habitats naturels présents et de la faune qui y sont associés. Les connaissances étant encore très parcellaires pour de nombreuses espèces, il est nécessaire de mener des travaux pour mieux comprendre le comportement des individus, affiner les traits de vie. Les techniques de capture, marquage, recapture, de puçage ou plus simplement les pièges photographiques et les caméras thermiques sont des outils apportant de très nombreuses informations. Nous utilisons ces deux dernières technologies au CEREMA afin de mieux comprendre le comportement des animaux lorsqu'ils sont aux abords d'ouvrages de franchissement d'infrastructures. Ces observations, corrélées avec la mesure des facteurs environnementaux tels que le bruit, la luminosité, la période de l'année, etc.,
nous fournissent de précieuses informations pour évaluer comment améliorer la fonctionnalité écologique des ouvrages de franchissement d'infrastructures. Les connaissances et paramètres à intégrer sont tellement nombreux que le recours à l'intelligence artificielle sera très pertinent si nous parvenons à bâtir des algorithmes permettant de prédire, par exemple, l'évolution d'une population animale en faisant varier certains paramètres de son environnement. C'est notamment l'objet du programme de recherche Pégase conduit par l'Université Picardie-Jules Verne en France. Enfin, pour terminer cette présentation, il est fondamental de prendre également en compte le comportement humain. En effet, l'une des conditions essentielles pour réussir la restauration des continuités écologiques est de définir ce que la société est prête à concéder pour permettre le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces environnantes. Et pas seulement en termes de valeur économique ou de services rendus.